Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a choisi de vous proposer un nouveau webinaire sur des questions liées à l'aménagement des jardins. Les demandes étaient liées souvent à des questions assez techniques sur des revêtements, des choses assez précises, les cheminements adaptés. On a souhaité du coup vous proposer là un temps de retour d'expérience, de partage de cas concrets avec des paysagistes, concepteurs qui font partie de la fédération et qui vont pouvoir du coup vous partager les différentes étapes auxquelles est confronté un paysagiste lorsqu'il va aborder un projet d'aménagement. On va aborder la question des échelles, également les différentes phases d'un projet, de l'état des lieux à la réalisation jusqu'au suivi. Pauline de Gorosa-Tartou, si tu veux prendre la parole peut-être pour commencer. Oui, moi je suis paysagiste conceptrice de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en agence de paysage, en bureau d'études, donc en maîtrise d'œuvre d'espace public, donc de la phase de réponse à l'appel d'offres au marché public, on passe et jusqu'au suivi de chantier et à la réception de chantier, donc toutes les phases d'un projet. Et parallèlement, je me suis formée à Chaumont-sur-Loire sur la conception de jardins de soins, plus particulièrement. Et tout au long du coup de ces dernières années, espace public, mais aussi tout ce qui est square de la biodiversité, jardin pédagogique, cours d'école, etc. Bonsoir à tous. Je suis paysagiste conceptrice également. J'ai travaillé sur pas mal de problématiques différentes avant de me spécialiser, oui, un peu plus de 10 ans maintenant, sur les jardins de soins et de santé. Donc maintenant, mon activité a vraiment deux volets. L'un, c'est la coordination, la gestion de projet en fait avec des établissements médico-sociaux qui m'en font la demande. Donc je les accompagne dans leur projet de mise en place de jardin de soins et j'essaie de leur apporter mon expertise aussi de paysagiste. Et puis, le deuxième volet de mon activité, c'est la formation. Effectivement, j'interviens à Chaumont-sur-Loire au centre de formation. Donc, à la fois sur des formations sur le site, donc le module de base, mais aussi des modules d'approfondissement au niveau de la conception. Et puis, on a aussi développé un module qui sera plus à destination des collectivités territoriales parce que maintenant, les mairies, les communes réfléchissent de plus en plus au paysage urbain qui soit favorable à la santé. Donc, on essaye de répondre aussi à leurs demandes et ça rejoint un petit peu les problématiques que j'avais traitées avant de me spécialiser aussi dans les jardins de soins et de santé, les jardins à visée thérapeutique. Bonsoir à tous et à toutes. Philippe Walsh. Je fus pendant 35 ans entrepreneur paysagiste et puis me suis formé sur le jardin thérapeutique en 2015-2016 avec le docteur France Criou, qui à l'époque était une des autorités les plus pertinentes dans ce domaine-là. J'ai aussi été une vingtaine d'années formateur en CFPPA, ainsi qu'en SECPAR et même en licence pro. Et puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de présider cette chouette fédération française Jardin Nature Santé. Je vous salue bien tous et toutes. Merci beaucoup. Pauline, je te laisse du coup commencer cette présentation sur l'état des lieux justement d'un projet. Alors, moi, je vais vous parler de plusieurs points de méthodo, de conception. J'ai pris l'exemple de deux projets, donc qui ne sont pas des jardins de soins. C'est plutôt des jardins publics et semi-publics, mais la méthode de conception peut s'appliquer à toute conception d'espace, dont notamment les jardins de soins. Du coup, j'ai pris Oui. l'exemple d'un jardin de copropriété d'un bailleur social sur Lyon, un jardin clos, et des jardins publics dans la commune de Chagny, en Saône-et-Loire. Bon, dans les jardins de soins, on va travailler dans un certain type d'établissement, pour un certain type de public, on va travailler sur les objectifs thérapeutiques par rapport aux patients. Mais voilà, on est dans un lieu qui a aussi
qui a aussi son espace, ses atouts, ses contraintes, et donc il est aussi important d'étudier avant de commencer. Et ce qui va permettre, donc ce qu'on appelle l'état des lieux ou le diagnostic, et ce qui va permettre de venir compléter les objectifs thérapeutiques en ayant du coup des objectifs aussi, des intentions d'aménagement et établir un programme lié au site. Donc, on va d'abord étudier tout ce qui est le contexte géographique, social, environnemental. L'histoire du lieu aussi, moi j'aime bien, je trouve ça aussi important, intéressant de travailler un peu l'histoire du lieu, voir aussi comment le lieu a évolué, quel public est passé, où on est, est-ce qu'il y a peut-être des reliquats patrimoniaux, architecturaux ou de jardins qui subsistent encore, sur lesquels on peut travailler. Il y a tout ce qui est exposition, environnement, climat, ensoleillement, etc. Tout ce qui est accès et circulation, notamment l'accessibilité chantier. Ça, c'est parce en amont aussi, dans l'état des lieux, on va aussi étudier comment ça va se passer en chantier pour pouvoir bien estimer des éventuels surcoûts du projet. Ensuite, il y a tout ce qui est revêtement immobilier. Ensuite, ambiance, les ressentis aussi qu'on a dans le lieu, les nuisances, il y a des nuisances sonores si on est à côté d'une autoroute, si à côté voilà, d'un grand axe routier, ou des nuisances olfactives, des nuisances visuelles, etc. Il y a tout ce qui est du coup aussi végétaux et le sol et aussi le sous-sol, parfois on oublie. On va venir aménager des espaces avec des arbres, mais qui ont aussi des racines. Et puis, on est dans un lieu potentiellement où il y a des parkings souterrains, des réseaux, des caves. Donc, il y a tout ça à étudier. Donc là, par exemple, on voit sur l'image, donc là, c'est le projet du coup du jardin de la résidence sur Lyon. Donc, à gauche, le plan existant. Donc là, on était sur un jardin qui était déjà existant et en fait c'était le seul endroit de pleine terre. Donc ça allait, mais on voit tout autour là tous les bâtiments avec les réseaux, plein de traits, c'est technique. Donc là on avait de la chance, mais on avait un parking souterrain quand même, on était en limite d'un parking souterrain. Euh, donc voilà pour l'accès. Et puis on avait des accès assez restreints au niveau du chantier parce que c'était une cour, un jardin intérieur, donc on pouvait accéder que par un Porsche. Et du coup, pour le chantier, il fallait anticiper que tout allait être fait manuellement. On ne pouvait pas rentrer une petite pelle à l'intérieur. L'état des lieux, il permet aussi d'identifier si on a potentiellement des analyses complémentaires à faire, comme tout ce qui est analyse phytosanitaire des végétaux, analyse de sol, en termes à la fois de fertilité, mais aussi de pollution. On peut, selon les sites, selon le lieu où on est, on peut avoir aussi des risques géotechniques. Donc, potentiellement, on peut avoir des études de sol géotechniques. Et sur ces études de sol, ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier la perméabilité des sols. Si on veut avoir une gestion des eaux de pluie à la parcelle, par exemple, voir, en fait, si on se dit, bah oui, on rejette tout dans les espaces verts, bah, est-ce que le sol en place est en capacité vraiment de retenir, de faire passer, enfin, de faire passer toute cette eau. Donc là, par exemple, c'est des schémas d'accès et circulation ou d'ensoleillement. Là, sur ce projet, on avait pas beaucoup d'ensoleillement. À la base, c'était un projet pour faire de l'agriculture urbaine, travailler avec un maraîcher qui allait pouvoir vendre ses produits. Et finalement, du fait de l'ensoleillement et du petit espace qu'on avait, on a plutôt adapté pour que ce soit un projet de jardin partagé pour les habitants, avec une partie plutôt jardin d'agrément sur la partie au nord qui n'était pas du tout ensoleillée. Ce que je disais au niveau de l'accessibilité chantier, on a dû bien anticiper avant au niveau des surcoûts, donc ça a été intégré dans l'estimation de travaux. On a aussi adapté le projet parce qu'il y avait une sculpture en plein centre, une œuvre d'art en plein centre du jardin qui était soumis du coup à droit d'auteur. Et à la base, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de l'intégrer dans le jardin, de venir la transformer en pergola. Mais finalement, après prise de contact avec l'artiste, voilà, le client a décidé de ne pas intervenir parce que ça engendrerait aussi d'autres coûts. En fait, on a fait l'analyse de sol et il s'est avéré que c'était assez pollué. En fait, tous les sols à Lyon sont assez pollués. Donc, pour les espaces de comestibles, potagers, on a dû les surélever. Et ça a été vu à la fin du projet, au début du chantier. Donc, on a dû adapter. Alors, c'était une pollution qui permettait quand même de pas tout
tout décaisser, enfin, fallait pas toucher le sol, juste mettre un géotextile et puis 40 centimètres de sol, enfin, surélevé de 40 centimètres était suffisant. Donc, on a pu s'adapter avec du mobilier bois et ça n'a pas engendré de beaucoup de surcoûts. On a négocié avec l'entreprise, voilà, pour voir en termes des moins et des plus ce qui pouvait être fait. Donc ça, c'est l'autre projet d'espace public. Donc là, on avait 2 squares. Et donc, dans l'état des lieux, ce qui est intéressant, je parlais de l'histoire du lieu auparavant. Là, on avait un square qui était patrimonial, en entrée de centre-bourg avec une strate arborée très intéressante avec des vieux arbres. Et c'était en fait des anciens jardins. On avait des murs en pierre aussi patrimoniaux. Donc, c'est pas mal appuyé dessus pour le projet. Et l'autre square qui était juste en face, c'était un ancien verger. Donc le projet avait été de retrouver aussi le verger, l'ancien verger du bourg et d'en faire un verger de conservatoire et de retrouver voilà, cette ancienne histoire, histoire du lieu. Donc là, c'est des schémas je sais pas si on a qui reconnaissent, ce qu'on appelle le PLU, donc le plan local d'urbanisme, donc qui définit, qui sectorise par zone, la UA, UD, donc voilà, zone à urbaniser, zone naturelle, zone patrimoniale, etc. Nous, on était en zone à urbaniser, mais en entrée de centre-bourg, avec ce qu'on appelle un EBC, donc un espace boisé classé. Donc le square patrimonial était en espace boisé classé, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc là, on était aussi soumis donc, à une analyse phytosanitaire qui avait été réalisée en amont par l'ONF, donc l'Office national des forêts. Et bon, il s'est avéré qu'il y avait un seul arbre sur toute la strate qui était malade qu'on a dû abattre. Mais ben voilà, on avait toutes ces données en amont, même avant de commencer le projet. Et on avait aussi des arbres qui étaient patrimoniaux. Donc sur le verger, on avait un noyer patrimonial qu'il fallait aussi protéger. Alors en termes d'analyse du sol, c'était correct pour la plantation d'arbres fruitiers. Donc ça, on avait bien fait aussi en amont pour vérifier que le projet était possible. Et par contre, on avait un autre projet à côté pour la gestion des eaux. Et là, il s'est avéré que la perméabilité des sols était trop faible. Donc, on a dû prévoir un aménagement d'un bassin drainant, donc ça qui est assez cher. Donc ça, c'était aussi estimé en avance. Donc là, c'est des exemples de schémas d'intention d'aménagement et de plans programmes qu'on peut faire suite à tout cet état des lieux pour ensuite le valider, le présenter au client et le faire valider vraiment le plan programme, les intentions avec toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir, toutes les contraintes financières pour pouvoir vraiment engager après la conception du projet. Merci beaucoup, Pauline. On peut du coup effectivement par rapport à la problématique des jardins de soins, effectivement toute cette phase d'analyse, on la retrouve lorsqu'on aborde un site peut-être plus spécifique, hospitalier, une structure, un EHPAD. Effectivement, pour prendre l'exemple de Paris, les contraintes réglementaires sont systématiques dans les lieux voilà, qu'on aborde, et effectivement la question des autorisations. Et puis effectivement, c'est là tu révèles un petit peu tout ce qu'on ne voit pas, et également aussi la dimension, ce qui va conditionner un peu l'échelle du projet. Ce qui peut expliquer ces différents points que tu as évoqués, à quel point lorsqu'on va aborder une demande et qu'on a une demande d'un site pour aménager un jardin, voilà pourquoi on a disons, cette démarche en permanence de rappeler la question justement des accès, la bonne échelle du projet, et de définir un programme d'ensemble, même si le projet ne va pas forcément se réaliser tout de suite voilà, dans toutes ces phases dès la première année. Les projets ensuite peuvent se dérouler et se réaliser sur différentes années. Mais l'importance d'avoir tous ces paramètres en compte dès le début fait que justement, on va éviter des surcoûts, des mauvaises surprises, des éléments. Donc, je laisse la parole à Florence et Philippe justement, lorsqu'on est dans ces sites-là, d'aller peut-être plus loin, là, lorsqu'on aménage un jardin, toutes ces questions qu'on va se poser sur les dimensionnements, les accès du site, effectivement, la question de l'accessibilité, et puis une réflexion particulière, des exemples particuliers que vous avez nous montré sur les cheminements, différents types de revêtements, toutes les questions qui se posent lorsqu'on est amené à aménager ces jardins.
Là, moi, je vais vous prendre deux cas concrets. Un patio d'environ 250 mètres carrés et puis un jardin qui fait plus de 2300 mètres carrés. Donc, vous voyez, deux échelles différentes. Mais pour ces deux projets, en phase initiale, il y a eu toute cette phase d'analyse de site que vous a présentée Pauline avant d'attaquer le travail avec l'équipe pour leur montrer vraiment les atouts, les dysfonctionnements, les potentialités et aussi les contraintes du site. Donc là, un premier aménagement, donc un patio dans un EHPAD au cœur du bâtiment et un lieu qui fait un petit peu le trait d'union entre l'unité protégée et le reste de l'établissement et notamment une salle de vie. Donc là, après discussion avec l'équipe, détermination de leurs objectifs ou autres, sur la question des revêtements de sol, euh, le choix s'est porté sur un béton de gravillon lavé. Donc vous voyez, là c'est les photos après la réalisation. C'est vrai que le choix d'un revêtement est vraiment un élément pas simple. Il n'y a pas de réponse toute faite. On ne peut pas vous dire dans un jardin de soins, il faut tel ou tel revêtement. C'est vraiment une réflexion générale qui est menée avec l'équipe, avec les soignants, de manière à trouver le meilleur compromis possible. Donc là, ce choix-là, il a découlé notamment d'un souhait que les personnes âgées puissent aller au maximum en autonomie sur cet espace. Et vous voyez en bas à gauche de la photo, on a même mis des mains courantes avec deux hauteurs pour que les personnes puissent s'en servir, que ce soit debout ou en fauteuil, parce qu'il y a des toutes petites pentes pour accéder à ce jardin. Et puis, il voulait aussi un matériau qui n'engendre pas j'allais dire, de trop de salissures, entre guillemets, à l'intérieur, notamment pour l'entretien, parce qu'on arrive directement dans les espaces de vie. Donc, ce revêtement, une fois qu'on l'a choisi, il y a des aspects techniques à bien prendre en compte, parce que là, c'est un revêtement qui est imperméable et qui du coup nécessite de gérer les eaux de pluie. Donc comme vous l'a dit Pauline, hein, de savoir si effectivement le sol est suffisamment apte à retenir l'eau et du coup une fois qu'on a cette validation-là, de savoir comment on va gérer les pentes de manière à ce que ce soit confortable pour les personnes en fauteuil et puis que l'eau ne s'accumule pas. Et en même temps, le fait de pouvoir emmener l'eau dans les zones plantées permet aussi une certaine résilience du jardin. Là, on est dans un patio, donc entouré de 4 murs avec à des endroits des baies vitrées, donc ça peut monter assez vite en chaleur. Donc, ça peut être aussi une façon d'améliorer aussi sa résilience. Sur le chiffrage, Pauline parlait tout à l'heure de la complexité des aspects. Je vous ai mis ces photos-là parce qu'effectivement, là, on est dans un patio. Et du coup, pour mettre en œuvre ces revêtements, il a fallu gruter une mini-pelle. Là, on a pu le faire, ce que n'a pas pu faire Pauline dans son chantier. Mais pour vous dire que ça a forcément une incidence aussi sur le coût. Là, par exemple, la mise en œuvre de ces revêtements de sol avec les sous-couches de terrassement, on était à plus de 100 euros du mètre carré, donc avec une part de presque 63 euros du mètre carré rien que pour le béton. Donc vous voyez, c'est quand même assez significatif. Les revêtements de sol prennent une part souvent assez importante des budgets. Sur le projet que je vous montrerai après, la première proposition qu'on avait eue pour un béton similaire, on était à 46 euros du mètre carré. Là, je parle tout en hors taxe. Suivant les accès, et là il y a un chantier que j'ai fait chiffrer il n'y a pas très longtemps, on m'annonçait du 58 euros du mètre carré avec un accès plus facile là que le patio, mais quand même un espace pas très grand. Donc plus l'espace est petit, en fait, plus les coûts vont monter, alors que quand on a un espace plus grand, on le verra sur l'autre chantier, on arrive avec des plus gros engins, donc on met pas forcément plus de temps, même si les surfaces sont importantes, donc ça réduit les coûts. Sur la photo suivante, c'est toujours le même projet. Sur la gauche, c'est la situation quand je suis venue. Une toile tissée au milieu, complètement hors d'échelle, avec une gestion des végétaux qui était assez problématique parce que mettant complètement en valeur cette magnifique bâche
Ces photos-là, je vous les ai mises aussi parce que, en tant que paysagiste, on essaye aussi d'équilibrer en face chantier les déblais et les remblais. Et puis, quand on peut, on va aussi réutiliser des matériaux. Donc, vous verrez tout à l'heure, les déblais remblais, c'est vrai que quand on fait un revêtement de sol, là, vous voyez, hein, on avait un stabilisé, il a fallu décaisser pour justement pouvoir faire les sous-couches de fondation pour arriver après à un sol fini qu'on a déterminé qui était un petit peu plus haut que ce qui était l'état initial, mais quand même. Et du coup, on essaye d'équilibrer les déblais et les remblais de manière à ce que on n'ait pas trop d'évacuation à faire en décharge, parce que c'est toujours des coûts de transport et des coûts de mise en décharge. Et vous voyez, sur la photo du bas de l'état initial, on aperçoit que la pente pour accéder au jardin était en dalle de gravillon lavé. Et là, du coup, on a choisi de les réutiliser pour faire des pas japonais dans le jardin pour accéder à certaines zones plantées du jardin, notamment à l'arrière des buissons de petits fruits, par exemple. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on va essayer, nous, en tant que paysagistes, d'équilibrer, de donner des idées de manière à vraiment optimiser le chantier. Alors voilà le deuxième projet. On est toujours en EHPAD, hein. Du coup, j'ai pris deux projets à deux échelles différentes, mais dans un contexte finalement assez proche, parce qu'on est aussi entre des unités de vie protégée. Donc vous voyez, là, on a vraiment un beaucoup plus grand espace, avec des circulations un peu étonnantes au départ, qui étaient en gravillon lavé, mis en place dans des dalles alvéolées, et qui n'étaient pas du tout fonctionnelles malgré tout ce que disent les commerciaux. En fait, en fauteuil, c'était impraticable. Donc, vous voyez en bas le chantier de terrassement, hein, qui a été vraiment important. Mais en même temps, on avait un accès direct depuis le parking que vous voyez juste en haut à droite. Et du coup, vous voyez une pelleteuse beaucoup plus importante et finalement pas un temps si important que ça pour la mise en œuvre des revêtements de sol. On voit, hein, les mouvements de terre. Donc là, la terre végétale a été grattée, mise de côté, de manière à pouvoir la récupérer. Donc les 20 premiers centimètres, on les met d'un côté, le reste, on le met ailleurs, on les réutilise pas de la même manière. Sur ce chantier, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, là, finalement, après plusieurs études, hein, c'est un projet qui a duré très longtemps, qui a vécu le Covid, qui a vécu des changements de direction. Et finalement, après avoir chiffré même de l'enrobé pour savoir un petit peu quels étaient les coûts, mais qui nécessitaient aussi des bordures qui sont à intégrer dans le coût de revêtement de sol, hein, même si un enrobé, c'est 15 € du mètre carré, donc c'est beaucoup moins cher que ce que je vous ai annoncé avant. Le stabilisé renforcé, pareil, on était plus autour de 17 € le mètre carré, mais qui nécessite aussi des bordures si on veut pas avoir le problème qu'ils avaient eu avant, parce que le long des dalles alvéolées, il y avait pas eu de bordure. Donc en fait, la photo où vous voyez les graviers, 2 ans après, on voyait plus rien. L'herbe avait complètement envahi le gravier. Et finalement, sur ce projet, qui était quand même conséquent, hein, en termes de mètres carrés et du coup de circulation, on a fait un choix de béton drainant. Donc là, on est arrivé à un coût au mètre carré qui était plus près de 67 € du mètre carré, mais de manière à avoir une gestion des eaux pluviales avec du coup une infiltration directe. Et de ce fait, le budget a été quand même très très impacté par ce choix-là, et du coup par la mise en accessibilité de ce grand jardin. Et de ce fait, on n'avait plus du tout de budget pour les plantations. Et là, j'ai proposé une chose à l'équipe, surtout que le chantier a été terminé assez tard en saison, au mois de mai, du coup, de piocher dans le budget animation et d'acheter des graines d'engrais verts. Et donc là, vous voyez en bas, il y a eu du sarrasin qui a été semé. Donc ça a été une journée de préparation avec des bénévoles, les équipes soignantes et puis tous les résidents qui étaient aux premières loges pour suivre tout ça. Et en fait, du coup, dès le premier été, on a eu une succession de floraisons et déjà un volume végétal intéressant, alors que
pouvait pas encore planter et qu'on n'avait pas non plus un budget conséquent, donc on a trouvé après des alternatives. En tout cas, du coup, la première saison, on avait quand même du volume végétal entre eux, donc là du sarrasin, hein, on est en Bretagne, mais aussi de la facélie, de la moutarde et d'autres engrais verts. Tout ce qui est ressaut, en fait, est de l'ordre de, on appelle ça dans un EHPAD un col du fémur. Vous voyez, c'est assez illustratif, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Autre type de cheminement, alors là, c'est toujours du bordurage avec du fer plat. Alors l'avantage du fer plat par rapport à du béton, c'est que on peut le contraindre en courbe. Ça, c'est quand même assez intéressant. Là, en l'occurrence, on est à 1,20 m de large pour passage d'un fauteuil si fauteuil il y a, sur une grave compactée, telle qu'elle, du 0,30 GNT. On va ensuite rajouter entre 5 et 7 cm de stabilisé, qui est une espèce de sable qui contient de la fine, qui fait que quand on le mouille, on le compacte, eh bien, il se durcit. Alors, ce n'est pas un béton, même si dans ce stabilisé, on peut rajouter ce qu'on appelle du liant, c'est-à-dire de la chaux ou du ciment, à concurrence de 6% du poids du matériau. Et en fait, les résultats sont assez corrects, euh, mais il faut pas se leurrer, au bout de 2 ans, si les allées sont très empruntées, petit à petit, le stabilisé va se déliter un peu. C'est pas si grave. Le prix, voilà, le prix va tourner autour de 26 € du mètre carré, compactage compris. À partir du moment où on fait ça, il est clair qu'on n'est pas sur du revêtement carrossable, donc aucun véhicule dessus. Ce n'est pas du béton, ce n'est pas du bitume. Et ça tombe bien, là en l'occurrence, c'est aucune voiture ne vient. Et pour ce qui est de l'entretien, tout se passe en brouette et ça va très bien. Voilà, alors là, c'est des petites photos en macro avec ce qu'on appelle du stabilisé. Donc la ocre jaune non traitée, telle qu'elle, avant qu'il soit compacté, on obtient ça. Si on marche dessus, on tombe pas, même non compacté. En revanche, évidemment, on va en mettre sous les chaussures. Quand il est compacté, ça donne ce que vous avez à droite, mais là en plus, celui-là, il a été traité à la chaux. Ma foi, le résultat est très correct pour du piétonnement, pour du rollator, évidemment pour du fauteuil. Mais il n'est pas question, évidemment, d'avoir de la grosse compression avec pneus de voiture ou autre. Merci beaucoup Philippe. C'est vrai que là peut-être un tout petit complément effectivement sur le stabilisé. Effectivement, il y a avec les passages fréquents effectivement une certaine usage de ce revêtement. Mais c'est quelque chose qui peut quand même se traiter aussi dans la gestion, dans l'entretien. Du coup, ça permet d'avoir quand même parfois quand les enveloppes financières sont plus réduites, de Oui, pouvoir proposer quand même effectivement un revêtement qui est relativement bien adapté. En oui, revanche, c'est notre responsabilité aussi d'en avertir le maître d'ouvrage et que ça oui, puisse être intégré par les services techniques ou qu'il y ait en tout cas une maintenance. Ça demande voilà un petit travail de maintenance et d'entretien, parfois par léger brossage pour c'est ça, éviter les effets de mousse, par exemple. Voilà. Donc c'est parce c'est que ça ça. reste vivant et voilà. En revanche, ça m'intéresse, c'est aussi un aspect très naturel qui peut être aussi recherché dans un projet. Alors, je finis juste en Oui. rajoutant que gros avantage de ça. Alors, il faut que les Bretons me disent si c'est vrai. En tout cas, en Provence, c'est clair. Euh, la- on divise évidemment l'espace d'assainissement. Ça veut dire que euh, moi, j'ai fait une douzaine de jardins avec ça. Je n'ai jamais mis de caniveau. Pourquoi? Parce que même s'il pleut 40 millimètres en 2 heures, on peut avoir un léger phénomène de flaquage au bout d'un moment, mais en fait, ça disparaît très vite. Pourquoi? Parce que le matériau est poreux. Voilà. Et après, il redurcit. Voilà. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, Philippe. Après, effectivement, c'est là où la mise en œuvre doit être aussi impeccable et Ah oui, sur les sous-couches, au niveau drainage ou autre, il faut vraiment que le chantier soit particulièrement bien fait parce qu'après, sur un stabilisé, si on a
des endroits où, avec des légers creux où la pluie Ah va oui, plus rabiner, on a très vite un vieillissement et des problèmes qui peuvent survenir. Donc là, une grande vigilance dans la mise en œuvre. Mais nous, on trouve beaucoup de stabilisés comme ça, renforcés dans tous les espaces un peu naturels ou autres où on a des contraintes aussi, et tant mieux, utiliser des sols plus imperméables. parfaitement d'accord avec toi, Florence. Euh, ça souffre pas l'à peu près. Et en effet, la sous-couche, la couche doit être vraiment drainante en dessous. J'ai vu un seul cas où ça n'a pas marché parce que l'entrepreneur a été complètement buté. Il a mis une sous-couche qui, moi, me convenait pas, mais c'était pas le maître d'œuvre. Ben, ça n'a pas raté. Euh, Comme c'était un peu légèrement en pente, eh ben, l'hiver, les fauteuils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils s'enfonçaient. À partir du moment où on aborde la question des plantations, de la palette végétale, automatiquement, dès cette étape-là, on doit imaginer la gestion qui correspond et qui va derrière. On est dans des aménagements effectivement vivants et donc on doit s'assurer, cette responsabilité de s'assurer que soit les équipes internes, s'il y a un jardinier lorsqu'on a la chance qu'il y ait un jardinier dans la structure, ou soit que les entreprises extérieures ou par exemple les ESAT, voilà, soient en capacité de mener le projet tel qu'on l'a imaginé avec les équipes. Donc je te laisse la main, Pauline. Je reviens sur le projet du square, la Chanie, donc la partie verger conservatoire. Donc là, l'objectif, c'était de faire un verger, mais aussi un square de biodiversité avec différents espaces plantés, différentes typologies végétales. Et cette question du coup de gestion et d'entretien futur était importante. Et donc, voilà, donc quand on conçoit le plan de plantation, bah déjà, sur le choix des végétaux, donc en lien avec le projet aussi, bien le valider en amont, donc avec le maître d'ouvrage, le client et le Mm. service technique, l'équipe technique qui va s'en occuper par la suite, parce que même si on travaille avec voilà, on travaille avec du vivant, donc même si on a un plan de plantation bien précis au départ, on sait que ça va évoluer, mais on aimerait aussi dans l'espace de jardin de soins que ça reste sur les typologies qu'on a identifiées dès le départ. C'est aussi l'importance du plan de plantation pour la réalisation ensuite, quand on donne un plan de plantation à l'entreprise, bah, que ça soit aussi bien identifié, bien précisé pour qu'on ait le résultat attendu, validé préalablement avec le client. Et donc là, c'est un plan de gestion du coup qui a été fait sur le plan de plantation où on a identifié les différents espaces. On avait des espaces, donc ce qui est jaune et orange là en prairie, mais l'objectif était d'avoir au centre une prairie qui était, enfin plutôt une prairie basse, type gazon qui allait être entretenue plusieurs fois dans l'année pour rester assez bas. Donc c'est 10 à 12 interventions par an alors que sur les pourtours, laisser un espace de prairie fleurie en faveur des pollinisateurs, de la biodiversité, et là qui nécessite une à deux interventions par an, une à deux fauches par an. Et l'importance aussi, nous, n'est pas forcément identifiée avec la maîtrise d'ouvrage et le départ, mais l'importance de sensibiliser aussi, parce que finalement, là, sur ce projet, bah, du coup, on a eu la prairie qui était en fleurs, qui était super belle pendant un certain temps, et puis après, sécheresse, enfin, du coup, bah, le maire se dit, ah bah, en fait, c'est moche, cette prairie, mais voilà, c'était ce qui avait été aussi conçu et validé par le client d'avoir des espaces du coup qui allaient vivre aussi, mais ça n'avait pas forcément été intégré en termes d'esthétisme et de visuel par la suite. Et là, on avait aussi des espaces, du coup, ce qui est en vert, plutôt donc de massifs plantés de vivaces, avec des massifs d'aromatiques. Donc ça aussi qui nécessite un peu plus d'entretien dans l'année. Et une haie au fond, là, en vert, une haie bocagère, donc d'arbustes. Donc là, qui a aussi un autre type d'entretien. Et donc c'est tout aussi l'idée de la gestion, enfin, surtout pour les prairies, la gestion différenciée où on va choisir en fait par rapport aux plantations et aux usages le type de gestion qu'on va appliquer sur les différents espaces. Donc, l'espace central avec les fruitiers qu'on voulait accessibles, c'est pour ça qu'on avait fait le choix d'avoir une prairie basse et puis des espaces autour plutôt en faveur de la biodiversité
et qui du coup deviennent des espaces non accessibles, mais qui créent un fond végétal dans le square et pour les petites bêtes et les petits animaux. On travaille avec une entreprise qui va réaliser les travaux. Elle a au marché aussi ce qu'on appelle les travaux de finalisation de post-plantation, enfin, qui auparavant s'appelait tout ce qui est parachèvement et confortement. Donc, ils ont aussi 2 ans d'entretien qui est prévu au marché. Ça, faut bien le prévoir aussi dans le contrat. Donc, on sait que pendant minimum 2 ans, l'entreprise qui a réalisé les travaux, réalisé les plantations, va aussi entretenir l'espace. Mais voilà, après les 2 ans ou 3 ans d'entretien, du coup, voilà, l'entretien va revenir au jardinier, personne de maintenance ou un service technique. Donc, l'importance de bien anticiper ça et aussi le prévoir dans les coûts, dans les estimations de travaux, parce que de se dire, oui, on a le coût de travaux, mais le coût d'entretien, ça va être tant, comme pour les revêtements aussi, comme on parlait sur le stabilisé, peut-être que le béton ou un béton drainant, on va avoir aussi un coût d'entretien. Et pour les plantations, c'est pareil. Et pouvoir l'anticiper dès la conception, c'est toujours intéressant, même pour le client, pour se positionner et pourquoi pas demander des subventions. Là, dans ce cas-là, finalement, la commune n'avait pas assez de jardiniers et s'est dit, du coup, on va mandater, on va faire un contrat sur 5 ans avec l'entreprise qui réalise les travaux pour garantir l'entretien du squat. Et en termes de sensibilisation, sur ce projet, on avait organisé des chantiers de plantation participatifs avec les habitants, avec les usagers du lieu, mais aussi avec le service technique de la ville, avec les futurs jardiniers qui allaient entretenir par la suite le jardin, et avec une formation, comme c'était des fruitiers pour un verger conservatoire, on avait notre co-traitant spécialisé dans le verger qui était intervenu auprès des jardiniers pour les former sur la taille des fruitiers. Ça, c'était hyper intéressant parce qu'en termes d'appropriation du lieu, dès le départ, dès le chantier, à la fois les habitants et les jardiniers, voilà, se sont sentis aussi, c'est nous qui avons planté cet arbre, voilà, on va aussi bien s'en occuper et on sait comment s'en occuper. Donc ça crée aussi du lien social autour du jardin, même en amont. Tout à fait. C'est Voilà. vrai que lorsqu'on il y a cette question de l'implication, même au moment de la réalisation, comme tu le dis, au moment de la plantation, ça permet l'appropriation et du coup un engagement des équipes qui au départ ne voient ça plus comme une charge supplémentaire et finalement lorsqu'ils sont intéressés, qu'il y a même dans le meilleur des cas un projet de formation derrière, ça permet au contraire de revaloriser des métiers et de voilà de faire en sorte que le jardin, la question, effectivement, tu l'as très bien dit, on peut négocier dans des contrats 1 à 2 ans de suivi, mais ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on fait et quel coût ça représente, qui s'en occupe? On sait que ça peut avoir un effet très important ensuite dans la gestion du jardin. Tu parlais également de l'entretien. Effectivement, ça va enfin, ça concerne les plantations. On a parlé également de certains revêtements qui effectivement demandent un certain entretien, un suivi. Les mobiliers également. On fait un petit focus, on va terminer là-dessus sur l'action des mobiliers, notamment sur mesure, qui d'ailleurs eux aussi nécessitent un certain entretien selon le matériau qui est choisi. Oui, alors je reviens sur donc l'autre projet du coup du jardin de copro là en centre de Lyon. Là, on avait assez de budget pour faire du mobilier sur mesure pour le salon potager. Voilà, vraiment avoir un coin, parce que l'objectif du projet était aussi ce jardin allait être animé après par la suite avec des ateliers d'animation auprès des habitants pour que les habitants s'approprient et aussi se forment sur le jardin. Et donc, on a créé ce qu'on appelait le salon potager avec du coup les tables de culture PMR, une table aussi accessible PMR, des bancs et puis 2 cabanons de rangement. Donc ça a été conçu au sein de l'agence en co-concertation, co-conception avec le client et l'entreprise qui allait animer le jardin. Et ensuite, du coup, on a recherché les fournisseurs avec qui on a retravaillé le projet en fonction de leurs matériaux. Et ça a été ensuite aussi retravaillé avec l'entreprise en chantier pour avoir certains ajustements. On a un peu triché pour avoir une surface qui ne nécessitait pas un permis. On a divisé en deux et puis on a relié par des câbles pour avoir des grimpantes. Mais voilà, au lieu de faire un cabanon, on en a fait 2. Mais qui est aussi intéressant après dans l'usage parce qu'il y en avait un qui était plus aussi destiné du coup aux habitants pour qu'ils aient la matériel et puis un qui était plus destiné à l'entreprise d'animation.
Euh, et sur ce projet aussi, on a mis en place des bornes de signalétique pour sensibiliser. Donc, ça fait le lien aussi avec tout ce qui est la gestion et les plantations. Des bornes de signalétique pour voilà, sensibiliser sur la gestion différenciée, sur le type de plantation qu'on avait planté et pourquoi. Et donc là, pareil, tout le contenu, donc les textes et le dessin étaient faits en interne, en agence de concepteurs. Et après, on avait cherché des fournisseurs pour le mobilier. On s'est basé sur du mobilier type ONF, Office national des forêts, mais qu'on a adapté pour avoir que ça soit plus. On est parti sur les bornes pédagogiques qu'ils peuvent avoir, mais on les a surélevées pour que ça soit plus accessible et plus lisible. Et on a aussi agrandi le panneau, fait agrandir le panneau. Et tout ça a été bien décrit dans ce qu'on appelle le CCTP, cahier des clauses techniques particulières, donc qu'on définit pour le marché, enfin, qu'on a donné aux différentes entreprises pour qu'elles puissent après répondre au marché. Et après, ça a été retravaillé. Et après, en chantier, voilà, si par exemple, ils n'avaient pas bien fait, ils n'avaient pas chanfreiné, enfin, arrondi bien le bord, donc j'aurais dit, bah, regardez dans le CCTP, c'est bien écrit. Il faut respecter ce qu'on a dessiné, ce qu'on a conçu en amont. Oui, là, c'est important aussi, là, ce que tu dis, c'est que toutes ces pièces, que ce soit le plan qui devient, enfin, le plan de gestion que tu as présenté, là, le CSCTP, ce cahier des clauses qui décrit, c'est vraiment des documents supports hein, qui sont vraiment précieux et qui font référence. Qui fait que nous aussi, du coup, on est protégés, qu'après, il y a des questions d'assurance, on en a peu parlé, mais on va en parler en ouverture aussi, c'est qu'on est soumis dans des aménagements comme ça, on est amené à faire des ouvrages qui sont susceptibles d'être couverts justement par des assurances dommages ouvrages. Et en tant que paysagiste concepteur, on est habilité et on bénéficie justement de ces assurances. On a notre responsabilité est engagée dans la conception, dans ces fameuses pièces que l'on rédige, et on est en co-responsabilité avec les entreprises qui ensuite réalisent. Voilà, et souvent, bah, ce n'est pas le maître d'ouvrage qui a le temps rarement. Enfin, vous me direz ce que aussi Florence et Philippe, mais par exemple sur cette question de la communication, sur la gestion du jardin, de la gestion différenciée, c'est rare qu'à l'hôpital ou voilà les agents techniques aient le temps de monter ces projets-là. Donc on devient à ce moment-là des personnes ressources pour travailler aussi, les accompagner sur ces sujets-là. Je propose, Florence, de te laisser la parole aussi sur l'importance du sur-mesure. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on voulait vous livrer en conclusion avant d'avoir un temps d'échange avec vous. C'est qu'effectivement, en tant qu'aménageur, concepteur de jardin, on se distingue vraiment, vraiment faire la distinction avec ce qu'on peut aussi voir dans ce domaine-là, des entreprises, voilà, qui se positionnent aussi et qui sont plus des agenceurs ou voilà, qui font de l'équipement. Et on essaie de vous montrer, voilà, à quel point la démarche et nos métiers se distinguent de ces approches-là. Voilà, avec ce petit exemple d'un jardin, toujours en EHPAD, où finalement, vous voyez que là, on est plus sur un jardin que je vais appeler un jardin catalogue, où il y a plein d'agrès différents qui sont mis dans le jardin, mais sans aucune réflexion j'allais dire, sur les ambiances créées, sur l'aspect contenant, sur des interactions avec le végétal, où là, on a une surabondance d'agrès qui font que ce sont souvent déjà des jardins qui sont hors de prix et qui ne sont pas si efficients que ça. Et d'ailleurs, en le visitant avec l'équipe, elles m'ont bien dit que c'était pas très investi. Donc, c'est vrai qu'attention, il y a des gens qui vont vous dire qui font de la conception de jardins thérapeutiques. Là, ce n'est pas de la conception thérapeutique, c'est de la mise en place d'agrès. Euh, on va vous les vendre comme quoi ce sont des agrès sensoriels, de motricité ou autres. On est capable de travailler sur la motricité, sur la sensorialité, euh, autrement qu'avec des agrès tout faits. Alors parfois, on peut avoir certains aspects du mobilier, hein, et c'est bien, Pauline nous a montré des choses qui sont faites sur mesure,
Et souvent, on arrive quand même à réduire fortement les coûts par rapport à ce genre de jardin et surtout d'avoir une réponse qui soit vraiment adaptée au public, aux demandes de l'équipe. La conclusion de tout ça, c'est que il s'agit d'un projet. On parle de thérapeutique. Euh, le souci de certains entrepreneurs, ça va être d'en faire une niche qui sera plus commerciale qu'autre chose. Et du coup, ce que vient de dire Florence, un catalogue avec, il n'y a pas de réflexion d'ensemble. Bon, j'espère que ça a tendance un peu à changer, mais la conclusion de ça, c'est il faut se former, quoi. On peut pas improviser. On peut se sentir attiré par le monde du soin en tant que paysagiste ou jardinier, mais il n'y a rien à faire. On peut pas improviser certaines choses. Voilà, il existe maintenant suffisamment de formations en France et ça va continuer pour, euh, pour pouvoir ne pas passer à côté. Formons-nous, cherchons ensemble et Travaillons effectivement, valorisons la complémentarité des métiers. voilà. Nous, en tant que paysagistes, on n'est pas, lorsqu'il s'agit de faire un diagnostic des arbres, on va pas s'inventer. Enfin, on peut les reconnaître, on doit savoir les reconnaître. En revanche, être capable d'évaluer l'état sanitaire d'un arbre, on ne sait pas le faire. Donc, on va se tourner vers voilà, les professionnels compétents. En revanche, on doit être capable de coordonner tout ça et de savoir à quel moment il faut faire appel à ces personnes ressources et ces experts sur chaque sujet. Ça, c'est notre rôle. On parle souvent, on dit souvent qu'on fait de la médiation, enfin qu'on est coordinateur. C'est vraiment, on est formé pour ça. Et ensuite, voilà, euh, de la même manière que du coup, nous, on n'improvise pas, on va pas monter un cahier des charges sans avoir la parole, effectivement, bah, des experts du soin, de ceux qui vont ensuite animer le projet, le faire vivre. Voilà, c'est une vraie complémentarité qu'on souhaite vous montrer ce soir. Il y a plusieurs réglementations, donc notamment tout ce qui est réglementation, accessibilité, etc. Mais on a ce qu'on appelle le fascicule 35, où on a les règles professionnelles, en fait, des aménagements, qui est mise à jour aussi de temps en temps. Et donc, l'importance, ouais, du fascicule 35 à retenir aussi, qui est un de nos documents pour les règles professionnelles. Bah, peut-être que ça peut faire un peu peur, toute cette notion de contrainte, ou voilà, je sais pas comment c'est perçu. Parfois, ça peut être effectivement paraître un peu lourd. Au contraire, parfois aussi, ouais, ça guide le projet, ça permet de faire des choix. Donc c'est assez intéressant et de toute façon, on est tous confrontés. Voilà, les réglementations évoluent dans un sens, alors parfois qui peut paraître un peu lourd, c'est vrai. On est souvent heurté lorsqu'on fait des déclarations, voilà, des dossiers un petit peu longs. Mais en même temps, bah, c'est pour derrière ça, c'est préserver et éviter d'artificialiser les sols, c'est cadrer l'esthétique quand on est dans des lieux qui sont protégés, classés. Voilà, tout ça, ça participe à l'harmonie et à la préservation de nos villes. C'est des questions d'urbanisme aussi. Donc voilà, on peut pas chacun faire son projet comme ça dans son coin et ça, voilà, ces règles, elles sont faites pour ça et ça peut amener au contraire une belle cohérence dans l'urbanisme. Et ce que tu as montré aussi comme exemple, Pauline, c'est voilà, on a un certain nombre là aussi dans la fédération à travailler sur ces questions, cette échelle du paysage et santé. Je trouve que ça ouvre aussi ces questions-là. On voit bien que la réflexion, elle est au-delà des lieux de soins. La question de la santé, elle est à l'échelle de la ville. Donc voilà, c'était important de vous montrer aussi cette question d'échelle, justement, des échelles du projet. C'est Gaëlle qui parle à Lyon. On a vu effectivement des exemples de jardins avec des agrès en métal qui sont plus qu'horribles et pas du tout utilisés. Ça n'a aucun sens, enfin, à mon avis, dans un jardin de soins, sauf si c'est vraiment une intention dans le cadre voilà, d'une optique de rééducation ou de mobilisation physique. Et là, c'est en lien avec des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens qui vont orienter ce choix. Mais moi, ce qui me choque surtout sur ce type de choses, c'est que c'est du métal. Et bien souvent, les personnes âgées, notamment quand c'est un jardin de soins pour des personnes âgées, c'est brûlant l'été et c'est complètement gelé l'hiver. Donc, elles vont y aller une fois et elles n'y retourneront pas après. Donc, moi, à titre perso, je mets beaucoup de lisses en bois, en fait. Alors après, il faut que ce soit un bois très dur, sans écharde, il faut que ce soit vraiment travaillé.
mais ça fonctionne pas mal. Voilà, c'était une petite remarque comme ça, attention au métal. C'est très juste. Et puis en plus, en utilisant le bois, on reste dans des matériaux naturels, donc on renforce la naturalité du jardin et du Complètement. coup l'immersion dans la biophilie. En fait, on est dans du design biophilique, donc on est complètement dans le but d'un jardin de soins. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ces agrès-là, ça coûte une fortune. Mm. Il faut des plots béton pour les sceller au sol. Une fois que c'est mis en place, voilà. Et moi, bien souvent, c'est pas, comme disait Philippe aussi, j'en vois dans des EHPAD qui sont absolument pas utilisés. Et par contre, un kiné qui va prendre par la main une personne âgée ou une personne handicapée qui, à minima, fait le tour du jardin parce qu'il est bien conçu et le revêtement de sol est bien adapté et que le jardin est vivant et coloré, bah ça fait le job en fait. Ouais, tout à fait. Du coup, ça pose la question de l'intégration dans justement l'aménagement du jardin. Effectivement, il y a des moments où ça peut tout à fait, s'il y a les professionnels, ça peut être intégré. Mais effectivement, voilà, comme tu as montré dans la dernière photo, Florence, on voit bien que la juxtaposition comme ça, un peu quasi pas aléatoire, mais quasiment, font que en termes de lisibilité, on se met à la place des usagers et des personnes qui vont rentrer dans le jardin. Au contraire, je pense que ça crée un manque de repères. Au lieu d'être un espace d'apaisement et d'invitation à la promenade, lorsqu'on rentre dans des jardins comme ça, parfois, voilà, on se dit que c'est un jardin. Si c'est un jardin qui est très adapté si on rentre et qu'on se dit que c'est un jardin qui est très équipé, c'est que du coup, on n'est déjà plus dans le jardin, comme tu le disais. On est dans un espace équipé. Voilà. Et je pense que dans l'esprit des gens, un jardin, ça doit rester quelque chose de très vivant et je pense que le fait d'avoir des zones sans rien, Mm. c'est important aussi pour rythmer les choses, pour que les personnes puissent s'approprier cette zone de rien, mais qui en fait beaucoup de choses en fait. Là, souvent, les arguments aussi développés sont tournés vers la sensorialité et en fait, en oubliant complètement que justement, en immergeant la personne dans le jardin, on, on l'amène à cette sensorialité par du naturel, alors que là, sur cette photo, on voyait un xylophone, on voyait d'autres agrès colorés horribles où il fallait taper dessus ou autre pour faire des sons. Et en fait, on n'a pas besoin de ça au jardin. En fait, si le jardin est bien conçu, on n'a pas besoin de ça pour travailler la sensorialité. Parfois, c'est une demande aussi de certains soignants par rapport à certaines populations très précises, d'avoir ce type, alors pas toutes les agrès, mais je pense aux fleurs musicales, là, effectivement, pour des ados ou des enfants, ça peut fonctionner. Mais pas 10, enfin, voilà, et c'est dans le cadre de quelque chose de construit et Mais un vrai besoin. on est capable aussi de dessiner. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre d'un projet pour un IME de dessiner vraiment des choses et avec des matériaux qui ne sont pas du métal et de Voilà. faire des choses qui peuvent être interactives et qui peuvent travailler sur la sensorialité, mais pas avec ce design et ces matériaux-là, en fait. Et ce qui est encore mieux, c'est quand les personnes créent par elles-mêmes. Ça peut être des carillons, ça peut être des tas de choses qui vont aussi permettre, qui vont s'approprier aussi leur jardin en y mettant des choses qu'ils ont créées par eux-mêmes. On a dans ce même esprit Nicole qui nous fait aussi une remarque qu'effectivement la rééducation en extérieur se fait sans beaucoup d'agrès dehors. Une simple, déjà, si le terrain, par exemple, présente déjà une pente naturelle, on peut travailler au lieu d'ajouter un pont. Si finalement on peut travailler avec la topographie naturelle du site. Des emmarchements, s'il y a déjà des marches existantes dans le lieu, bah, finalement, là, si on veut stimuler, aussi un accompagnement de prévention de la marche, voilà, ça peut tout à fait se faire. Des sols qui sont déjà différents et qui sont finalement des cheminements du jardin et non pas voilà, des blocs de textures différentes, voilà, comme on peut le voir souvent. Donc ça, c'est un ponton qui a été plébiscité par le personnel soignant d'un EHPAD et notamment par un kiné et un ergothérapeute. Il s'agissait de vérifier que cet agrès pouvait bien correspondre à des exercices qu'il pourrait faire après. Donc le jardin est attenant au bâtiment. Et on a fait faire ce petit ponton, qu'il est en bois, en l'occurrence c'est du cèdre, avec deux lisses, l'une à 75 et l'autre à 90,
parce que ça pouvait faire deux exercices différents selon les pathologies. Comme ça, en plus, c'est à l'ombre d'un platane, ce n'est jamais chaud. Et le ponton est garanti minimum 10 ans, avec un petit relaquage en huile de lin tous les 2 ans par le personnel technique qui avait bien compris le truc. À l'inverse, je me souviens d'un projet sur lequel on a travaillé qui n'a jamais débouché en tant que tel, un jardin thérapeutique à Lyon, au 6e étage, enfin sur les toits. Et en fait, on a été littéralement bousculé par les kinés qui voulaient absolument en faire un jardin mécaniste, quoi. Et c'est pas du tout ce jardin qu'on voulait faire. Nous, on voulait faire plutôt un jardin de contemplation, de douceur, avec des espaces différents. Voilà. Et là, en l'occurrence, dans ce jardin d'EHPAD, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec une placette et des bancs. Ce ponton était assez emblématique et on n'en a mis qu'un seul, voilà, tout simplement. N'hésitez pas surtout, on pourrait imaginer des suites sur ces questions-là, avec peut-être des focus sur certains sujets, voilà, ou continuer justement sur cette question de mobilier sur mesure, de participatif, voilà, comment on mène un chantier justement participatif et en équilibre entre l'entreprise qui va réaliser une partie des travaux et puis tout ce qu'on peut faire avec les usagers. Donc n'hésitez pas, on est là à votre disposition, l'équipe aussi, pour voilà, organiser de futurs webinaires dans ce sens.